c'était pas trop compliqué. Bon. Bonjour à tous, merci d'être venus et merci aux organisateurs pour me laisser présenter le sujet qui s'appelle « Arrêter de prompter, commencer à spécifier ». Moi, je m'appelle Luis, je me spécialise dans tout ce qui est conversational AI, donc chatbots qui ont accès à des outils, qui parlent ou pas, selon les cas. J'organise aussi le meetup Bordeaux AppErops. C'est un peu un meetup copain de Dev with AI. On se spécialise surtout sur tout ce qui est data engineering, ML, MLOps. On présente des outils et on fait des retours d'expérience. Tous les talks sont bienvenus. Plus d'infos sur notre site. Et on est ici pour parler de Spec Driven Development, donc SDD. Avant, donc il y a très longtemps, genre 2 ans, quand tout le monde codait encore en Python, Java, JavaScript, le code servait pour dire à l'ordinateur qu'est-ce qu'il fallait exécuter, et on voulait produire un exécutable, un fichier binaire. Et ce binaire, c'était un peu un artefact qu'on pouvait détruire et recréer. Si on avait le même code, on pouvait le recréer, exactement pareil. Hop. Et le code, c'était vraiment cette source de vérité qu'il fallait protéger. Ensuite, il y a Dev with AI. Il y a une nouvelle couche qui se rajoute, c'est le prompt. On n'est pas encore sur le point où le code devient un artefact qu'on peut recréer facilement. C'est pas, j'ai le prompt, je peux effacer le code, je recrée, ça marche. On n'est pas encore là. Mais certains, essentiellement, le problème, c'est que le prompt, j'aime bien cette citation de moi-même, avec un prompt vague, il y a une marée de possibilités. C'est même pas l'IA qui me l'a fait. Et du coup, il y a des gens comme moi qui pensent qu'il y a quand même moyen de se rapprocher de cet idéal où le prompt, ou plutôt la spec, donc tout ce qui est le contexte qu'on lui donne à l'agent, est suffisant pour recréer le code avec les mêmes caractéristiques produits et en termes de qualité de code pour ensuite générer l'exécutable qu'on veut tous. C'est un peu le principe. Et dans ce monde-là, donc le code devient un artefact qu'on peut recréer. Et la spec, c'est vraiment cette couche d'or qu'on veut protéger. Je voulais faire un exemple rapide pour ceux qui... J'ai fait un plan, j'ai parlé avec lui, il m'a proposé des choses, j'ai sélectionné des choses. Finalement, ça donne un prompt de 600 lignes. C'est lui qui l'a écrit la plupart, c'est pas grave. Et donc, je voulais comparer un peu la différence dans les résultats. Hop. Donc, voici, c'est encore là, le premier Pokédex. Donc, en gros, on peut cliquer, il y a des choses qui s'affichent sur le Pokémon. Globalement, c'est pas trop mal. Mais en fait, si on regarde par exemple, on cherche des Pokémon de type fantôme, il dit qu'il n'y en a pas, alors qu'il y en a quand même. C'est juste qu'ils ne sont pas encore chargés. Il faudrait que j'aille un petit peu loin pour charger des Pokémon fantômes. Là, ils y sont. Et voilà. Ça, c'est un choix que Claude a fait. Je n'ai pas spécifié suffisamment, donc à un moment, il fallait coder des choses, il a choisi. C'est son choix, c'est ma faute. Enfin. Et dans l'autre, bon, j'ai fait un peu mieux le boulot. Globalement, ça marche bien. J'ai même galéré à trouver des bugs. Il y a même des graphes beaux et tout. La chaîne évolution, voilà. Hop. Jusque-là, c'est
c'est vraiment un exemple basique. Je n'ai pas utilisé de spec-driven development tel quel. C'est un peu le flow classique. Mais globalement, on voit déjà l'impact de coder en laissant l'LLM de faire ses choix et coder en spécifiant ce qu'on veut. Après, une fois qu'on a fait le premier shot, on veut quand même maintenir cette qualité de code et on ne va pas faire un prompt de 600 lignes avec les mêmes requirements, la même stack tout le temps, en spécifiant tout ça. Donc, on va commencer à créer des fichiers Markdown un peu partout. On va les nommer un peu comme on veut, comme on peut. Des fois, on oublie de les créer et ça crée des trous dans la documentation. Et petit à petit, des techniques, ça va s'accumuler. Et donc, pour maintenir cette spec, il y a des outils. Il y en a plusieurs. Globalement, il y a OpenSpec et GitHub SpecKit. Moi, je vais présenter GitHub SpecKit parce que c'est celui que j'ai choisi, mais bon, c'est un peu la même idée derrière. Avant de le présenter, je vais parler de la poupée rousse du dev. Est-ce qu'il y a des PO dans la salle? Que des devs? OK. Donc, vous avez le projet. Un projet est composé d'épiques, par exemple, construire un MVP, construire une V2, une V3. On peut être plus spécifique aussi. Chaque épique a des features. Chaque feature a des US. Et là, je n'ai pas fait tous les cas, mais chaque US a des tâches. Voilà. Avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour utiliser GitHub SpecKit, quasiment. Donc, c'est un outil que vous installez, c'est une CLI. Il y a un init. Vous pouvez choisir quel élément choisir, enfin, vous utilisez. Et ça va créer deux dossiers. Un point specify avec essentiellement des choses internes à GitHub, à SpecKit, pardon. Sauf éventuellement 2-3 trucs dans memory, etc. Mais on verra après. Et le reste, c'est des commandes, un tas de commandes qu'on va regarder aujourd'hui. Elles s'enchaînent d'une façon un peu bizarre des fois. Et pas tout le monde est d'accord sur quand appeler checklist, mais bon, c'est un choix. Donc, voilà un workflow. Je ne vais pas parler de constitution parce que c'est le slide de juste après. Mais cette ligne orange, donc, on va spécifier un truc. Enfin, on veut coder une feature dans notre système. On va la spécifier, normal. Et, Claude ou l'LLM va créer un plan. Et ce plan, on va le décomposer en tâches. Et ensuite, il va les implémenter. Globalement, ça, c'est un flow plutôt classique. Et là où SpecKit vient rajouter des choses, c'est avec des boucles un peu de contrôle. Ce qui serait donc Clarify, Checklist, Analyze, et un outil qui est Task Features que je vais parler. Commençons par constitution. Donc, ouais, c'est suffisant. OK. Donc, constitution, c'est vraiment définir tous les standards, tout ce qui n'est pas négociable dans votre repo. Normalement, moi, j'ai un gros fichier où, par exemple, un pour React, un pour Python, j'ai ma façon de coder à ma manière. Chaque boîte a la sienne. C'est un peu la loi de votre code. Ouais. Ensuite, on va vouloir coder des features. On va commencer par Specify. Specify, c'est un peu ce que vous attendrez. Vous voulez coder quelque chose. Code-moi la page de détail de Pokémon. Voilà, ça va réfléchir un petit peu, potentiellement poser des questions, mais pas trop. Et va construire un fichier. Va créer une branche. Il va créer un dossier avec le numéro de la feature que vous voulez faire. Et c'est là où on va ranger toute la documentation. On va créer un fichier spec.md. Je peux peut-être montrer vite fait ce que ça donne. Donc, bon, voilà, il y a un tas de requirements, mais essentiellement, il n'y a rien de code. C'est vraiment une spec produit, une sorte de PRD. Voilà. Et c'est un peu une autodocumentation. Ensuite, quand on spécifie une feature, globalement, il y a toujours des gaps. Et donc, c'est là où Clarify vient en jeu. C'est
c'est optionnel, mais si l'aspect est trop vague, on va vouloir demander à SpecKit de scanner notre PRD, enfin notre spec.d, et il va poser 3 questions à peu près pour clarifier certains aspects de l'aspect qui manqueraient de précision. Plus on précise, moins on aura de surprises à la fin dans le code. Ensuite, il y a checklist, le fameux. C'est un peu une sorte de test unitaire pour l'anglais, c'est ce qu'ils disent. Globalement, il se spécialise, il se spécialise dans une tâche et il propose une checklist de tests manuels à faire. Vous pouvez choisir que ce soit pour la personne qui va reviewer, pour le QA tester, pour d'autres personnes. Voilà. Ça ressemble un petit peu à ça. Donc là, il me demande de choisir est-ce que je veux me concentrer sur l'UX, sur les normes d'accessibilité d'un site web, etc., ou sur le data model. Et ensuite, le plan, ça c'est plutôt classique. Il va me sortir le plan, mais cette fois, c'est un plan technique. Mais il va produire un tas d'artefacts. Le plan.md, c'est comme le plan de code, etc. Research, c'est à des moments, il va faire des choix. Et il va justifier ses choix dans ce fichier-là. Et normalement, il y a souvent cet aspect data. Donc, il va documenter tout ce qui est data model ici, tout ce qui est contraire dans le contrat.d. Et il va laisser un quick start, donc une sorte de mini documentation de la feature pour un TLDR, par exemple. Et il va mettre à jour le cloud.md, qui est un peu le readme du repo pour les agents. Ensuite, il va diviser en tâches. Enfin, il y a task. C'est ce que ça décompose en tâches. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Et vous pouvez choisir d'utiliser task2issues qui va synchroniser avec GitHub. Vous pouvez choisir de synchroniser toutes les tâches ou par US. Normalement, chaque feature, ça donne 50 tâches. Donc, et c'est des petits fixes de 3 lignes. Donc, moi, j'aime regrouper ça par US. Je peux montrer rapidement. Hop. Donc, ça, c'est un exemple pour une feature. Et il me met les tâches en checklist, bien comme il faut. Et pour l'instant, je les ai trouvées plutôt pertinentes. Analyze, donc une autre boucle de rétraction. Analyze, c'est une fois qu'on a produit tous ces artefacts, il va comparer les specs, le plan, les tasks, et vérifier qu'il n'y a pas des incohérences, qu'il n'y a pas de contradictions et qu'il n'y a pas de violation avec tous vos principes fondamentaux déclarés dans la Constitution. Donc c'est un check parce qu'il y a de la dérive et je trouve que c'est pas mal en vrai. Il détecte des problèmes et il vous demande il vous propose des solutions et vous demande si vous voulez accepter ou si vous voulez proposer d'autres solutions, etc. Et ensuite, bon, c'est l'implémentation. On le connaît, on le lance et ça va coder le truc jusqu'à l'AUS, la feature, ou juste vous pouvez choisir jusqu'où. Et avant de faire ça, je vais quand même montrer un site, un Pokédex que j'ai codé en utilisant SpecKit. C'est bien plus beau parce que j'ai eu beaucoup plus de contrôle. Il n'y a pas eu des choix que, pour l'instant, sauf peut-être les pixels des animations, des choses comme ça. Bon, voilà. On peut voir la chaîne évolutive et tout. Bon. J'ai passé ma semaine à coder des Pokédex. Bien sûr, utiliser SpecKit, ça prend plus de temps. Globalement, le prompt, c'est immédiat. Le prompt de 600 lignes, peut-être 15 minutes. Et ensuite, le temps qu'il code. Et un site avec SpecKit, ça a pris une demi-journée. Voilà. Ça reste quand même un gain de temps. Et c'est contrôlable et c'est évolutif. C'est un peu cette illustration-là. Et sur ce, merci de votre attention. Si vous avez des questions, je serai ravi de y répondre. Est-ce que vous avez des questions? J'ai un peu de mal du coup à comprendre la différence qu'il y a entre la méthode. Il va le mettre Je sais pas. Entre la méthode BIMAD
et le SpecKit, du coup. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux solutions si tu as testé le BIMAD? J'ai pas testé BIMAD. J'ai peur de dire des bêtises. Ok. Tu peux m'expliquer en 2 mots ce que c'est? En gros, le BIMAD, le principe, c'est pareil, c'est qu'en fait, tu as une armée de plusieurs agents qui vont un peu travailler en parallèle, et tu vas avoir un agent qui va être l'agent PO, l'agent reviewer, l'agent testeur. En fait, ils vont travailler les uns après les autres. Et quand un finit une tâche, c'est eux qui va dire « Ok, je prends le relais, je prends cette tâche-là », etc., etc. Je dirais à chaud, encore une fois, je dirais que il y a beaucoup plus de contrôle humain. Ici, c'est toi qui review un tas d'étapes, alors que là, ils se parlent entre eux et voilà. Okay. À la fin, tu dois quand même reviewer, mais tu as beaucoup plus de reviews d'un seul coup, alors que ici, c'est petit à petit et tu fixes au fur et à mesure. Ok. Merci. Une autre question? Alors en même temps, moi je réponds pour BIMAD et SpecKit. Il y a une différence de quelques millions de tokens cramés en plus chez BIMAD. Tu as dit que la spec c'était l'or qui va être protégé, mais vous savez tous aussi, la spec, elle bouge tout le temps, elle bouge 6 mois après. Comment tu gères ça? Donc c'est les PO qui changent de priorité, c'est ça? Il y a 2 choses. Déjà, admettons le point plus fondamental, si la constitution change, ça va générer un rapport d'impact il va regarder la code base, il va dire, vous avez changé des stacks, par exemple, ça va impacter telle brique. Il faut aller doucement, ça reste une migration, etc. S'il y a l'aspect qui change, au final, enlever une feature, ça reste une feature, par exemple. Ou modifier une feature, ça reste une feature. Qu'on rajoute au-dessus. Tu as quand même la documentation, la traçabilité, mais ça reste évolutif. Ouais. C'est clair? Oui, mais alors du coup, tu recrées une nouvelle feature pour représenter ta nouvelle spec qui a évolué, et tu as toujours dans ton repo, si tu les gardes dans le repo, toutes les specs cumulées. C'est ça. Quitte à avoir moi, SpecKit ne résout pas forcément ça. À chaud, on pourrait avoir une sorte d'historique feature pertinente ou feature à archiver. Pourquoi pas? Ça me choque pas. Hop, une dernière question. Ah, désolé, on change de coin. Il y aura l'apéro après. Bonsoir. Donc, moi, j'ai un petit retour d'expérience. J'utilisais SpecKit pas mal il y a 6 mois à peu près, quoi. En fait, je trouve que c'est assez laborieux, c'est assez lent. Et finalement, en fait, avec les progrès des modèles récemment, en fait, je trouve que ça devient un petit peu, disons, par rapport à utiliser le mode Planck, soit dans Claude ou dans Codex, j'y trouve pas vraiment mon compte. Et l'autre truc aussi, c'est que je trouvais qu'il y avait besoin de le customiser parce que quelque part, il était un petit peu très orienté TypeScript. Et il y avait des choses un petit peu inutiles. Donc, je ne sais pas si toi, de ton côté, tu le customises pour éviter les étapes inutiles ou des choses comme ça. Il y a plusieurs questions. La première, oui, c'est laborieux. Et je ne suis pas payé par GitHub, donc je vais dire que je ne l'utiliserai pas forcément dans mon jour à jour. Mais il y a des choses que j'aime beaucoup, c'est la documentation. Et pour les grosses features, je pense que ça vaut le coup d'aller doucement. Quitte à avoir, au moins jusqu'à avoir la liste des tâches, et ensuite on enchaîne vite, on itère vite. Pour les petites features, effectivement, faire un plan, parler avec le LLM, prendre un café, ça suffit. Mais il faut penser à la documentation et avoir des règles de où on la garde et comment on la garde. C'est la seule chose que... Pour la customisation, ouais. Ce qui est cool, c'est qu'on a des skills, donc c'est des fichiers Markdown qu'on peut modifier sur chacune des étapes. Moi, j'ai pensé, par exemple, à updater directement dans Confluence ou il y a des petites choses voilà, comme tu dis, l'orientation TypeScript, moi, je suis plutôt Python. Moi, je le lis avec Pacmind pour tout ce qui est mon registry de skills. On ne m'a pas payé pour faire ça. Voilà. Je prends juste une question de quelqu'un sur YouTube qui demande, si je reformule bien, dans la Constitution, tu disais ta loi du projet, ce qui est toujours vrai, etc. Comment ça se gère selon toi quand dans une entreprise, tu n'as pas une seule code base, tu en as plein avec chacun leur constitute qui pourrait
pourtant être un peu les mêmes. Est-ce que tu as déjà utilisé du coup SpecKit dans un contexte de plusieurs projets où tu as eu justement à gérer des redondances ou des écarts entre ce qui était dans les constitutes? Je ne sais pas comment répondre autre qu'utiliser Pacmind en vrai. En gros, ouais. Donc, je reformule si j'ai bien compris. Donc, il y a plusieurs équipes dans une boîte et ils ont potentiellement la même stack, mais pas forcément les mêmes standards. Et du coup, donc, il y a des dérives entre les équipes. Et moi, j'aime bien avoir une sorte de registry qui est, moi, j'utilise Pacmind, mais il y a d'autres, mais je n'ai pas de nom. Et l'idée, c'est ils ont tous un standard, je ne sais pas, Web App React, un standard Web App Python, etc., qui installe et il pull un peu comme un repo de skills, on entendait tout à l'heure, c'est un peu la même idée. Et ils sont tous synchrones pour avoir une gouvernance niveau entreprise. Ouais. Merci beaucoup, Louis. Je propose qu'on s'arrête là pour ce premier talk.